d'autant plus remarquable qu'elles ont une obligation, c'est de s'occuper de l'ensemble du catalogue, soit facialement, soit dans la réalité, parce que chaque auteur estime que la personne s'occupe en priorité de son livre, quel que soit le niveau de ses ventes en France, ce qui est, comme le sait bien Philippe, pas exactement toujours la réalité. Et puis, le métier de la traduction des livres à l'étranger, c'est un métier qui est en réalité entre les professionnels, puisqu'on parlait de maillage, est un métier qui est fait de relations personnelles. À l'heure du numérique et des échanges dématérialisés, c'est peut-être un peu moins vrai, mais jusqu'à preuve du contraire, la foire de Francfort, qui est la grande messe annuelle de rencontre entre les éditeurs du monde entier à Francfort, est le lieu où se rencontrent des gens qui, souvent, se connaissent depuis des années, pour ne pas dire plus. Et cette relation personnelle entre les différents éditeurs ou les personnes en charge dans les maisons d'édition est extrêmement important pour créer le climat de confiance qui fait qu'un éditeur étranger, parfois, sur la simple parole d'une personne avec laquelle il travaille en France depuis très longtemps, va acheter un livre, même parfois sans l'avoir lu, ou en prétendant qu'il l'a lu. Et cet élément de confiance a provoqué, quand j'ai été le témoin de ça quand je vivais à New York, que des maisons d'édition dans des pays différents ont un profil similaire. C'est-à-dire qu'on pouvait dire que, par exemple, entre Heralde en Espagne, Feltrinelli en Italie, Christian Bourgois en France et Rowohlt, par exemple, en Allemagne, il y avait une espèce d'identité commune, parce que ces gens se connaissaient, se sont rencontrés quand ils étaient jeunes gens, et se sont suivis de réunions internationales, que ce soit avec l'American Book Fair qui voyageait d'une ville à l'autre aux États-Unis ou à Francfort, ou dans les différents marchés internationaux, et se font suffisamment confiance pour savoir que la question dans cet échange n'était pas l'argent, mais c'était une histoire de goût. Alors après, bien sûr, l'argent vient souligner tout cela quand l'auteur a du succès. Donc ça, c'est une autre histoire. Mais les relations interpersonnelles ont une importance cruciale. Et effectivement, pour rebondir encore une fois sur ce qu'a dit Philippe par rapport aux traducteurs, moi je ne peux parler que ce que je connais bien, c'est-à-dire des États-Unis. Les traducteurs sont, dans le cas de l'Amérique, un des éléments essentiels, et surtout en littérature française. Pourquoi ? Parce que généralement ce sont des gens d'une grande culture, d'un grand talent, et quelque part ont une espèce de dimension d'abnégation, disons, par rapport à leur métier d'intellectuel, si je puis dire, parce que je prends par exemple un homme comme Richard Howard, qui est, je ne sais pas si il existe toujours, mais était un traducteur qui a, aux États-Unis, été responsable de la traduction et de la publication d'ouvrages de littérature contemporaine, de réédition des Fleurs du Mal de Baudelaire chez Narbonne Press, enfin, a fait un travail de passeur, ou de relais de passeur, plus exactement, extrêmement important. La seule chose que moi je peux faire, c'est vous donner, alors, par rapport au bureau du livre français à New York, en réalité, c'est né d'un simple constat. Il se trouvait que je passais un été à Columbus, dans l'Ohio, et j'étais amené à passer du temps dans la grande bibliothèque de l'université de l'Ohio, et je ne trouvais aucune traduction d'auteurs contemporains. On parle là des années 80. Et je ne connaissais rien à l'édition. Hein. Je suis un parachutiste total. Hein. Aucun lien ni relation dans ce métier.
Et pour vous la faire courte, je me suis imaginé qu'on pouvait monter une agence à New York qui représenterait l'ensemble des éditeurs français pour pouvoir, en étant sur le terrain, créer une relation de confiance avec les éditeurs américains pour pouvoir leur céder des titres en utilisant tout ce qui était à ma disposition, que ça pouvait être des choses extrêmement, comment dire, la réputation d'un auteur, ou des choses extrêmement triviales. Je vous prends un exemple. Les éditions Mazarine avaient publié un livre d'une auteure qui a complètement disparu, qui s'appelait Une mort sucrée. C'était un peu un livre qui est antérieur à Truisme de Marie Darrieussecq, et ça racontait la mort d'une jeune femme qui, à force de se gaver de sucre, finissait par étouffer. Et moi j'avais dit à l'éditeur, c'est typiquement, enfin l'éditeur auquel j'en avais parlé, parce qu'il était écrit dans une très très belle langue, et j'avais dit c'est typiquement un livre qui pourrait servir au book club, un club de livres des Weight Watchers. Et ils en ont vendu 300 000 exemplaires par souscription, de manière plus proche, je dirais, ou plus lointaine de l'anecdote. Par exemple, la vente de Georges Perec s'est faite en Amérique de manière très par le plus grand des hasards. Paul Tchaikovsky-Laurence, quand je partais là-bas à New York, m'a dit il y a un auteur dont j'aimerais que tu t'occupes et que tu trouves une solution, c'est Perec. On était dans les années 82-83. Perec avait eu, je crois, le Renaudot ou le Médicis, je ne sais plus, avec la vie mode d'emploi, et aucun des livres de Perec n'avait été traduit en langue anglaise. Et je savais par un jeune gars qui devait être d'ailleurs mon assistant à l'agence, qui s'appelait Paul Auster, qui commençait à l'époque, et Paul m'avait dit que si quelqu'un faisait publier ce livre, il en parlerait. David Godin, qui est un éditeur qui était à Boston, qui est toujours d'ailleurs, même s'il n'y est plus, vient me voir un jour au bureau, à l'agence à New York, et me dit cite-moi 3 livres de la littérature française que tu estimes qu'on devrait avoir traduit aux États-Unis et qui pourraient m'intéresser. Alors je lui dis, écoute, tu viens de louper Le Rivage des Cires de Julien Gracq, c'était Columbia University Press qui venait de l'acheter 20 ans plus tard. L'autre, c'était Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et là, il y avait un embrouillamini juridique, c'était bloqué chez Farrar, Straus & Giroux. Et je lui dis, il reste Georges Perec. Et alors là, il me dit, tu peux me raconter, je lui sors le livre, je vois qu'il regarde la pagination, il ne lisait pas le français, il imaginait le coût de ses fiches de lecture, parce que généralement ça fonctionne ils font faire 3 fiches de lecture pour voir comment elles se recoupent pour choisir un livre, parce qu'il faut quand même savoir que un éditeur, s'il ne parle pas la langue, il a du mal à évaluer la qualité littéraire, il ne pouvait le faire que sur ma bonne tête, ou plutôt mon bon argument. Et je lui ai dit, alors donc me voilà embarqué dans une explication de Loulipo en anglais, donc c'était quand même complexe, mais et je lui dis, écoute David, je vais refaire simple, je te promets que si tu fais ce livre, tu auras la une du New York Times Book Review faite par Paul Auster. On ne savait rien. J'étais persuadé que ça se ferait. Et ça s'est fait. Et le livre de Perec a été le premier, ensuite de toute l'œuvre de Perec qui a été traduite chez Collins en Angleterre et chez Godin en Amérique. L'histoire a oublié que c'était moi qui avais allumé la mèche. La puissance littéraire d'un pays se mesure à l'exportation de son imaginaire, car faire rêver d'autres peuples est l'ultime expression de l'influence culturelle à laquelle une nation peut aspirer. Le français demeure la 2e langue la plus traduite au monde et la première aux États-Unis. Nos écrivains nationaux portent très haut les couleurs de l'imaginaire hexagonal. Et pourtant,
Notre plus grand conquérant des cœurs littéraires français, Michel Houellebecq, dont voici l'agent et l'éditeur, est un créateur de anti-héros désabusés par la modernité. Alors, la puissance de l'écrivain de faire rêver les lecteurs du monde passe par l'impuissance même à rêver du personnage. Les Français seraient-ils devenus, à l'instar des Russes des 19e et 20e siècles, des exportateurs de mélancolie? Je ne sais pas d'où vous tenez le chiffre du français comme première langue traduite aux États-Unis. J'avais lu ça dans un article de France Alumni. Non, c'est pas clair. Aux États-Unis, aux États-Unis, tout confondu, c'est 3% de traduction, toutes langues confondues. Donc, inutile de vous dire qu'aux États-Unis, on est des nains, quoi. On est en tout. On est en cinéma. En cinéma, on fait 3% de part de marché. Et je pense qu'en littérature, on devrait être à 0,5. Donc, les États-Unis, les Américains ne sont pas du tout des gens qui s'intéressent à l'étranger, de manière générale. Donc, je ne sais pas, mais franchement, je trouve que ça vaudrait la peine de. J'ai écrit première langue traduite, donc j'ai expérimenté évidemment. Ben, je m'en doute. Donc, je suis pas sûre que le français soit numéro 1, et en tout cas, si de toute façon, aux États-Unis, il y a très peu de littérature étrangère qui trouve son chemin très marginal. Comme le cinéma, d'ailleurs. La grosse, pour une raison absolument géographique, c'est vrai que dans les livres traduits, la petite appétence qu'il y a aux États-Unis vient plutôt d'espagnol que des raisons géographiques. Mais bon, ça reste des régimes extrêmement Sauf que l'espagnol se lit en espagnol, parce que l'idée hispanisante est très importante. Mais sur la mélancolie. Alors, sur la mélancolie. Houellebecq, c'est pour votre avis. Avec les mélangolies. Bon, ça, je ne sais pas quoi parler de la Esther qui fait une émission qui s'appelle Remède à la mélancolie sur France Inter. On serait plus à l'aise de répondre que moi. Mais non, je pense que ça passe d'abord, quel que soit le thème, ça passe d'abord par le talent de l'écrivain. C'est la puissance littéraire d'un auteur, que certains soient d'accord ou pas, qui fait sa popularité. Donc, compte tenu que Houellebecq est traduit dans 44 ou 45 pays, on peut dire qu'il a une certaine puissance littéraire à l'image des plus grands, et il arrive il y a un moment où l'importance de ce que vous êtes donne donne le monde entier comme horizon en traduction, avec toujours le même mécanisme par pays, s'installe une habitude qui est celle du même traducteur, du même éditeur, et s'il y a juste prix, il y a juste accord. Vous savez, c'est la BD et la jeunesse qui s'exportent le plus. C'est 76% quand même des exportations, BD et jeunesse. Je ne suis pas sûre que ce soit dans la BD et la jeunesse, même si il peut y avoir des BD très mélancoliques et des livres jeunesse aussi qui le sont. Je ne crois pas que ce soit la marque de fabrique. En revanche, je pense effectivement que dans la fiction, qui ne représente que 15% des exportations de livres français à l'international, dans la fiction, probablement d'ailleurs là comme dans le cinéma, il se peut tout à fait que la littérature française soit peut-être entre guillemets plus grave que d'autres formes de littérature. D'abord parce que les Français sont quand même aussi héritiers d'un rapport au réel qu'on ne retrouve pas dans toutes les littératures étrangères. Et le réel est souvent anglais, c'est joyeux. Et puis parce qu'on a une littérature aussi qui peut être une littérature soit un peu ironique, comme il faut le dire de Houellebecq, mais aussi on a une littérature, je pense on a une littérature aussi sociale, pas mal. Tous les gens que tu exportes. Non, mais dans l'exportation, pour rebondir sur ce qu'on dit, c'est on va faire très simplement 3 catégories. La catégorie, comme disait François, des auteurs dans le terrain de jeu et le monde entier. Donc en gros, les auteurs qui vont être traduits, disons, au-dessus de 30 ou 40 ans. Ceux-là, ils ont tous dans ce terrain de jeu monde, ils ont des terrains de jeu particuliers. Si je prends l'exemple de Pierre Lemaitre, il y a des pays qui sont des pays dans lesquels Pierre Lemaitre est plus important que d'autres, de façon historique, et qui restent, parce que tu disais, une espèce d'habitude dans le pays. Pareil pour Guillaume Musso, je prenais l'exemple de la Corée tout à l'heure. Guillaume Musso est un auteur que
superstars en Corée, dont un des livres est, depuis des années, le livre qu'on s'offre à la Saint-Valentin. Bon, voilà. C'est comme ça pour une raison qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas connue, sauf que le livre est pas complètement Saint-Valentin, mais voilà. Mais ça reste quand même, voilà, c'est formidable parce que ça donne cette force-là. Donc il y a plein d'autres auteurs qui sont comme ça exportés dans des zones géographiques. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on exporte plus de la littérature, dans toute son acception, on exporte moins des genres littéraires. On n'est pas très très fort en français pour l'exportation des polars et des thrillers. Alors que les Américains sont très très forts pour l'exportation des polars et des thrillers. Quand on regarde sur l'échiquier mondial quels sont les écrivains qui sont le plus traduits, vous allez trouver des anglo-saxons en première ligne, et à ma connaissance, il n'y a pas de français dans les premiers auteurs de thrillers, de polars, ça suffit. Fred Vargas. Il a été à un moment donné, oui, plus maintenant. Oui. Donc on est comme ça sur des gens et on est sur des autres. Donc je pense que pour répondre à la question, est-ce que on serait des exportateurs de mélancolie? Non, on est d'abord des exportateurs, comme disait Régine Chando, de BD de jeunesse. On est aussi des exportateurs de fiction. Et dans la fiction, on est vraiment assez divers. C'est pas après chacun regarde son prisme là-dessus. Ceci étant dit, il y a eu